Bonjour et bienvenue dans le Morning News. Au sommaire de l'actualité en Afrique, le système de santé est toujours à mi-régime en raison notamment d'investissements publics encore trop faibles, résultat des inégalités persistantes dans l'accès aux soins, situation difficile et dramatique pour les personnes les plus défavorisées. Les niveaux d'endettement continuent de fragiliser les équilibres macroéconomiques des pays africains, une situation qui menace directement les perspectives de croissance. Face aux risques, certains États se sont engagés dans un processus visant à obtenir l'allègement de leurs dettes. Et au Cameroun, pour promouvoir la production locale, le gouvernement lance une plateforme numérique qui montre le savoir-faire des producteurs camerounais dans des domaines tels que l'agroalimentaire ou encore le textile. Mais tout d'abord, la tension qui continue de monter au Soudan, où des paramilitaires dirigés par le général Mohamed Hamdan Daglo ont été déployés dans plusieurs villes du pays, dont la capitale Khartoum, ce qui, sur le terrain, met face à face des soldats rivaux dans plusieurs endroits de la capitale. Un déploiement dénoncé par l'armée régulière dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan. L'armée soudanaise, dont le porte-parole demande au général Hamdan Daglo de retirer ses forces militaires, les forces de soutien rapide. Ce déploiement augmente les risques en matière de sécurité, prévient l'armée. Cette nouvelle escalade est une illustration de plus, s'il en fallait, des divergences entre les deux généraux, Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Daglo, qui ont la mainmise sur le pays depuis le coup d'État de 2021. Clôture ce jeudi 13 avril au Gabon des assises nationales contre la cherté de la vie lancées dans la capitale Libreville depuis le 12 avril. Les discussions ont débouché sur une série de recommandations destinées à faire baisser les prix des produits concernés par les hausses dénoncées par les consommateurs. Parmi les recommandations formulées figure notamment la détaxation des produits alimentaires importés, l'aménagement des pistes agricoles, la promotion de la production locale ou encore la surtaxation des produits de luxe, à l'exemple des cigarettes. Il y a parmi les propositions qui sont faites certaines qui peuvent être appliquées dans l'immédiat, considère le Premier ministre Alain-Claude Bilibaïnze. La problématique liée à l'accès aux soins de santé est l'un des maux dont souffre le continent africain, où des millions de personnes meurent chaque année faute de soins. Des soins de santé, mais aussi des médicaments qui restent inabordables pour les plus défavorisés, qui ont un accès à une gamme très limitée de services dans des pays où le premier problème, il est de taille, reste le manque d'infrastructures de santé. Séverin Douqueux. L'un des problèmes critiques de développement auxquels sont confrontés les pays du continent africain est le sous-accès à l'offre sanitaire, marqué par la qualité offerte par les structures de santé, parfois mal équipées, avec des plateaux techniques médiocres ou simplement avec de faibles capacités d'accueil. Selon un rapport de l'OMS relatif à la densité des lits d'hôpitaux par habitant, le Mali et Madagascar affichent respectivement des taux très bas de 1 et 2 lits pour 10 000 habitants. Un challenge qui peut trouver une solution dans le financement à hauteur de 300 millions de dollars mis à disposition par l'IFC, l'International Finance Corporation, et dédié à l'amélioration de l'offre sanitaire. Les systèmes de santé en Afrique ont besoin d'être renforcés et ont besoin d'être renforcés sur plusieurs dimensions. La première, c'est au niveau, on l'a vu au niveau de l'approvisionnement des vaccins, où le continent importait 99% des vaccins qui sont administrés sur le continent. Donc, il y avait vraiment un besoin de réfléchir à comment est-ce que l'on peut augmenter la production des vaccins et aussi accroître la capacité des systèmes de santé en Afrique. La crise de Covid-19 et même le conflit russo-ukrainien ont mis à nu les difficultés et les incapacités du continent en matière de prise en charge sanitaire. L'accès aux vaccins et autres médicaments, alors en forte demande, était rendu difficile. Selon l'OMS, l'Afrique abrite seulement 1,3% des professionnels de santé, alors qu'elle porte à elle seule 25% de la charge mondiale de maladies. Dans un contexte de mondialisation, améliorer l'offre et les cartes sanitaires s'impose aux politiques africaines. Nous avons également travaillé sur tout ce qui est l'équipement médical. C'est une partie importante et pour laquelle il y a également un assez fort déficit. Donc nous avons, par exemple, mis en place une facilité de 300 millions de dollars qui est dédiée exclusivement à aider les petites entreprises et les moyennes entreprises du secteur médical
à acquérir des équipements médicaux pour pouvoir servir, que ce soit des appareils de radiologie, des appareils de diagnostic, des équipements génériques de médecine. Les questions de financement du système de santé demeurent un problème crucial en Afrique. La plupart des pays africains n'ont toujours pas atteint les objectifs fixés par la déclaration d'Abuja en 2001, dans laquelle les gouvernements se sont mis d'accord sur l'allocation de 15% de leur budget national à la santé. La moitié des pays africains courent un risque élevé de surendettement d'après les données du Fonds monétaire international. Nombre de ces pays affichent des taux d'endettement frôlant ou dépassant les 100% du PIB. Une situation insoutenable. Des États comme le Ghana et la Zambie pourraient connaître des crises de la dette au cours des prochaines années, des crises similaires à celles qui ont frappé le continent à la fin des années 1990. Alors face au poids de la dette, certains États plaident pour leur allègement. Corinne Kamsue-Eone, Absan Bibou. En 2021, la dette extérieure de l'Afrique est estimée à plus de 100 milliards de dollars, représentant 36% du PIB du continent cette année-là. Un fardeau pour le continent qui s'est depuis lors alourdi avec une inflation qui fragilise les économies et les conditions de vie sur le continent. Le processus de restructuration de la dette des pays moins développés dans le cadre commun du G20 et l'initiative de suspension du service de la dette des pays dits les plus pauvres, inspirés au Club de Paris, n'ont pas encore atteint leur objectif. Le FMI et la Banque mondiale, qui tablent sur la dette de l'Afrique en marge des réunions du printemps 2023, suggèrent un ajustement par étapes. Le FMI a travaillé dans le cadre de ses politiques pour aider ses États membres à faire face aux problèmes de dette et à cet égard, le cadre actuel a commencé à réaliser son potentiel. Le Tchad, par exemple, est parvenu à un accord avec ses créanciers publics et privés sur un traitement de la dette et la Zambie a également fait d'importants progrès. Néanmoins, nous pensons que le cadre doit être amélioré et nous avons fait des propositions concrètes dans ce sens. Les grands créanciers de l'Afrique se recrutent au sein des grandes institutions financières mondiales. En 2021, la Banque mondiale se plaçait en tête de cette liste avec 91 milliards de dollars. La Chine, quant à elle, premier partenaire commercial du continent depuis plus d'une décennie, est le premier créancier sur le plan bilatéral avec 80 milliards de dollars de créances. Des efforts accrus sont nécessaires pour améliorer la coordination des créanciers. Les taux d'intérêt plus élevés sont dus à une forte inflation persistante dans de nombreuses économies avancées et également à l'échelle mondiale que nous connaissons en termes de prix des aliments et du carburant. La crise du Covid-19 et la guerre entre la Russie et l'Ukraine ont fragilisé les États, réduisant leur capacité à respecter les échéances de remboursement du service de la dette. Aussi, entre autres causes, la hausse des coûts d'emprunt, précipitée par le resserrement de la politique monétaire mondiale, a conduit 8 pays africains à un surendettement et 13 à un risque élevé de surendettement selon l'analyse de viabilité de la dette du FMI et de la Banque mondiale. La promotion du Made in Cameroun, de plus en plus d'entrepreneurs s'engagent autour de la promotion de la production locale. Cela se traduit par des espaces commerciaux dédiés. Et du côté du gouvernement, des initiatives voient également le jour, comme la plateforme numérique de promotion des produits locaux qui vient d'être lancée par le ministère du Commerce. Nathalie Mo. Les producteurs camerounais dans des domaines tels que l'agroalimentaire, l'agriculture, le textile, le cosmétique ou encore l'artisanat disposent désormais d'une vitrine officielle pour leurs produits. Soutenu par le gouvernement et lancé le 12 avril 2023 par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atana, la plateforme permet la promotion du Made in Cameroun. Agrégateur d'informations sur le produit et le producteur, cet outil facilite les échanges entre les vendeurs et les acheteurs. Le développement du commerce en ligne est quelque chose d'important, notamment pour le Cameroun. Cela va permettre justement d'augmenter le flux des exportations pour les produits camerounais, labellisés camerounais. Donc, non seulement être dans un autre pays extérieur et pouvoir acheter et commander des produits camerounais juste à travers une plateforme et une carte bancaire. Donc, je pense que cela sera intéressant et cela va booster le commerce camerounais et va permettre à l'économie camerounaise d'être résiliente.
Le gouvernement camerounais veut renforcer la visibilité, l'accessibilité et la consommation des produits made in Cameroun, difficiles à trouver dans les étals des grandes surfaces. De plus, la politique d'import-substitution mise en avant par l'exécutif camerounais vise à limiter les importations de produits qui peuvent être fabriqués localement à destination d'un marché de plus de 25 millions de personnes. On sait qu'il faut développer le tissu local, les entreprises locales et l'économie de proximité. Et je pense que le Cameroun s'inscrit justement dans cette logique de justement permettre de favoriser certains produits locaux et de pouvoir importer seulement les produits que le Cameroun ne produit pas. Donc je pense que l'idée est intéressante et cela va permettre de booster non seulement l'économie locale, la production de proximité, la production locale. Le label Made in Cameroun a été institutionnalisé il y a 7 ans. Depuis lors, plus de 589 produits d'origine camerounaise se sont imposés dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le Cameroun a également engagé le processus de standardisation des produits fabriqués localement à travers la vulgarisation du code barre, précédé du préfixe 617, une avancée qui permet de garantir leur traçabilité tant au niveau local qu'à l'international. On poursuit avec la promotion de la production locale, direction le village de Sodiko dans la région du littoral où une Camerounaise de 22 ans s'est lancée dans l'auto-entrepreneuriat. Elle a opté pour le secteur de la chaussure. La jeune femme que vous allez découvrir est fabricante de souliers créés et réalisés grâce à un patrimoine technique qui comprend un certain savoir-faire. Reportage Narcisse Oum. C'est ici à Sodigo, village du département du Mongo, région du littoral, que Ferolndé, jeune Camerounaise âgée de 22 ans, confectionne depuis quelques années des chaussures pour femmes et hommes. Malgré le refus de ses parents qui rêvaient d'une carrière dans la médecine pour leur fille, Ferrol, maroquinière de formation, s'investit dans l'univers des accessoires de mode par passion. Quand j'ai eu mon bac, j'ai voulu continuer mes études. Mes parents ont décidé que je fasse le concours du CUS pour devenir médecin et moi je leur ai dit que je souhaitais faire les études sur la cordonnerie. Mes parents m'ont demandé de trouver une grande école de cordonnerie au Cameroun au cas où je voulais en faire un métier professionnel. Et c'est à ce moment que j'ai eu le choix entre les écoles du Ghana et celles du Nigeria. Et finalement, j'ai choisi Octosi School of Shoemaking and Craft du Nigeria. Dans son atelier 6 à Sodigo, nouveau quartier, Ferolndé emploie 4 personnes, dont 2 apprentis, où chacun joue un rôle prépondérant dans le processus de fabrication des chaussures. Dans son évolution, elle s'est rendue compte que les marques africaines étaient très peu présentes sur le marché. C'est alors qu'elle décide de valoriser le savoir-faire local à travers sa marque. Malgré sa volonté, elle rencontre toutefois des difficultés dans la production de ses œuvres. Pour le moment, il y a beaucoup de commandes et on ne peut pas réaliser parce qu'on n'a pas les machines. Maintenant, on travaille avec le main. Si quelqu'un vient maintenant pour donner 300 commandes, on ne peut pas réaliser ça dans 2 semaines. Mais s'il y avait les machines, on pouvait même faire ça dans 1 semaine, on finit. C'est pour ça que le travail ne marche pas comme on voulait. Les fabrications made in Cameroun, très appréciées par ce commerçant que nous avons rencontré lors de ce tournage. Je suis venu acheter les chaussures comme d'habitude, je passe la commande de chaussures là plusieurs fois et elle me livre, puis tout le monde apprécie, c'est le meilleur truc. Notons que la confection d'une paire de chaussures chez Ndé Ferrol met en moyenne un jour et les prix des chaussures oscillent entre 4 500 et 10 000 francs. Le bilan à présent du championnat africain de football scolaire. La première édition s'est achevée le 8 avril dernier à Durban, en Afrique du Sud. La compétition s'est conclue par la victoire des Guinéens du CS Ben Sekou Sila et des Tanzaniennes de la Fountain Gate School. José Douglas. Retour sur le championnat scolaire africain qui s'est soldé par la victoire du CS Ben Sekou Sila de Guinée chez les garçons aux dépens de Clefheim High School. Côté filles, les Tanzaniennes de Fountain Gate School ont remporté le sac face aux Marocaines de l'école Omar IBN Katapsour sur le regard attentif de plusieurs légendes du football africain. Ce tournoi est très important pour le développement du football sur le continent car, bien sûr, il faut savoir que les jeunes sont l'avenir. Il leur offre bien sûr une plateforme
pour montrer leur talent sur la grande scène. Ce qui m'a aussi le plus surpris, c'est la CAF. Ils ne se sont pas concentrés non seulement sur l'aspect footballistique, mais aussi sur les perspectives de carrière. J'ai été bien sûr impressionné par la qualité du jeu. Les vainqueurs ont reçu chacun 300 000 USD, une somme offerte par la fondation Montesipi qui a fait un don total de 10 millions USD pour l'édition inaugurale. Ces deux finales ont été le point culminant de 4 jours de compétition exceptionnelle au cours desquels les futures stars du continent africain ont pu montrer leur qualité. Nous sommes si fiers de ce qu'ont montré les jeunes garçons et filles qui ont concouru ici. Vous êtes l'avenir. Les nations de football les plus performantes au monde investissent dans la jeunesse. Cela fait partie de notre engagement de développer le football dans chaque pays d'Afrique. Pour les statistiques maintenant, chez les garçons, 40 buts inscrits, meilleur joueur Kajizo Madoka de Clefeim High School, Gandor Ibrahima Kamara du CES Ben Sekoussila, soulier d'or Mohamed Sako du CES Ben Sekoussila également, meilleur buteur avec 6 buts Mohamed Sako et 5 buts Amara Keta du CES Ben Sekoussila. Chez les filles maintenant, 32 buts inscrits et Fountain Gate Raf, tous les autres prix, meilleure joueuse Wilfrida Girald, Gandor Alik Nekema, soulier d'or Wilfrida Girald et 11 buts aussi pour Wilfrida Girald. Outre le président de la CAF, Patrice Motsepe, le ministre sud-africain des Sports, des Arts et de la Culture, Zizi Kodouar, et d'autres personnalités du foot africain étaient présentes. Le championnat scolaire africain se tiendra désormais tous les ans avec comme objectif d'assurer la relève du football africain. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.